ce qui nous manque communément dans le discours public, politique, c'est une vision historique de la construction européenne. Ce n'est pas quelque chose qui aurait une sorte d'éternité, de solidité, de cohérence posée d'entrée. C'est un parcours que personne n'a maîtrisé, parce qu'il est, comme il est normal, en partie lié à l'interaction avec ce qui se passe au dehors. C'est très curieux. On a des tas d'histoires de l'Europe, bien faites d'ailleurs, techniquement, qui racontent la genèse de ces institutions, mais pas de compréhension historique de ce qu'a été l'Europe, avec même des escamotages stupéfiants. Qu'est-ce que c'est la construction européenne au départ? C'est un projet stratégique. On est dans le contexte de la guerre froide. Il y a deux blocs dont la bataille va se dérouler sur notre sol. C'est intéressant, comme situation historique. On est le champ de bataille désigné par rapport à deux gros méchants qui sont chacun de part et d'autre de la ligne qui sépare l'Est et l'Ouest et qui sont prêts à se sauter au poil à la première occasion. Dans ce cadre-là, l'idée européenne, c'est d'abord le projet de constituer une coalition des vaincus potentiels de ce champ de bataille, nous Européens. C'est de constituer un acteur stratégique significatif pour à la fois peser vis-à-vis des États-Unis qui sont nos garants, on a besoin d'eux, c'est clair, on ne peut pas faire tout seul, mais en même temps, il faut avoir une certaine capacité des sociétés européennes à résister par leurs propres moyens dans un contexte où le communisme est extrêmement puissant dans des pays comme la France ou l'Italie. C'est ça. Et derrière, quand je parlais d'escamotage scandaleux dans les manières dont on raconte l'histoire européenne, derrière l'Union européenne, il y a les États-Unis qui ont été les pilotes en grande partie de l'opération. C'est tout à fait extraordinaire. On vous raconte cette histoire comme si les Européens, entre eux, l'Europe après 1945, c'est un continent dominé et largement occupé. Notamment via les pères fondateurs. Évidemment. Qui, quand même, Schuman et Monnet. Bien sûr. Qui sont proches des États-Unis. Et c'est pas d'ailleurs anormal. L'intérêt fondamental des États-Unis, c'est de garder l'Europe dans le camp occidental, de ne pas laisser l'Union soviétique avancer jusqu'à Brest. Ils ont parfaitement raison. Ça ne les condamne pas. Mais il faut avoir conscience de ça. Et l'Europe est devenue tout à fait autre chose quand cette scène originelle s'est effacée et où chacune des institutions a dérivé pour son compte. L'exemple le plus flagrant de ces dérives institutionnelles européennes, ça a été très bien décrit par un juriste allemand, Dieter Grimm, c'est la dérive de la Cour de justice européenne. Qui impose par le droit... qui a opéré une mutation de la nature même de la construction européenne, en transformant des traités internationaux en une sorte de droit interne de l'Europe, qu'elle n'avait absolument pas vocation à énoncer. Mais on pourrait faire la même chose, on pourrait parler de l'évolution de la Commission européenne au fur et à mesure de ces métamorphoses. Donc il faut garder ça toujours à l'esprit. Nous avons besoin d'une claire... Pour parler d'Europe, il faut pas parler de l'Europe en général, il faut parler de ce qu'elle est devenue, et de ce qu'elle continue de devenir. Au passage, si on veut comprendre aujourd'hui le problème européen, et l'une des premières propositions auxquelles vous avez fait allusion, pourquoi l'Europe est le laboratoire même de la mondialisation néolibérale, il faut simplement mesurer la différence avec les États-Unis. Les Européens ont fait l'Europe contre la politique, en cessant d'être un acteur stratégique. En venant
à Lille, je lisais dans Le Monde un éditorial de Sylvie Kaufmann qui disait eh oui, on a un problème maintenant que c'est Trump et qu'on commence à comprendre que dans l'Amérique du chacun pour soi, on ne compte pas vraiment, c'est que l'Europe n'a jamais été conçue comme un acteur stratégique. Mais elle l'a été, mais elle a renoncé à l'être. C'est pas pareil. Et ça prouve d'ailleurs que les idées commencent à pénétrer un peu. La différence, c'est que les États-Unis sont une nation politique. Et peut-être, ça trouble beaucoup dans les images conventionnelles qu'on en a, la nation la plus politique du monde. Non pas au niveau local, où tout le monde se contrefout effectivement de la politique, mais au niveau fédéral, comme on dit aux États-Unis, au niveau de la projection de la puissance américaine dans le monde. S'il y a une chose qui va absolument de soi pour tout Américain de la base au sommet, c'est cette capacité politique à peser sur les affaires du monde. Et les Européens, ils sont à l'opposé exact. L'Union européenne s'est construite sur la dépolitisation, dans ce sens fondamental, pas la politique aérie, le projet d'une communauté organisée pour trouver une place dans l'univers qui l'environne. L'Union européenne, c'est le sacrifice de la politique à une vision purement économique du fonctionnement des sociétés. Le politique est absent, il n'y a que l'économie. C'est en ce sens-là que l'Europe est le laboratoire de la mondialisation néolibérale, est beaucoup plus avancée que les États-Unis, bien que les Européens soient beaucoup moins idéologiquement portés vers le néolibéralisme que les Américains. Ça n'a rien à voir. C'est un problème de cadre d'application. Ce n'est pas le degré d'adhésion des gens à des idées qu'il faut mesurer ici. C'est des situations objectives. Donc, c'est à partir de ces paramètres-là qu'on peut comprendre ce qui se passe et les résultats. Évidemment, ce dont on s'aperçoit, ça veut dire que si pour un Américain, USA veut dire capacité de protection et de projection, pour les Européens, d'où qu'ils soient, Europe veut dire ou dépendance vis-à-vis des États-Unis, qui sont notre roue de secours en cas de besoin, ou impuissance dans le monde. Ça ne fait pas... qu'est-ce qui nous reste ? L'humanitaire. En gros, c'est une blague d'un diplomate français mais qui, à propos de la situation au Moyen-Orient, disait « Les Américains bombardent et nous, on paye les réparations. » Voilà, il nous reste l'humanitaire. C'est notre seule capacité de peser sur le cours des choses. Évidemment, on ne va pas loin avec ça. Et on va pas loin avec ça du point de vue, justement, du sentiment des peuples d'être dans un monde extraordinairement dangereux où nous avons des intérêts fondamentaux à faire valoir. Que c'est le premier problème de l'Union européenne aujourd'hui, elle n'est pas une entité politique à la hauteur du monde dans lequel il s'agit de se situer, et elle a incapacité, ce qui restait, de cette capacité politique dans les différentes nations qui la composent. Ce qui fait qu'il n'y a nulle part où aller, si j'ose dire. Il n'y a pas d'abri. Les seuls, peut-être, qui rêvent encore de ce rôle indépendant sont nos amis anglais, qui ont là-dedans, en la matière, une tradition historique absolument invétérée, et qui jouent leurs cartes. On verra où ça les mène. Ce n'est pas dit que ça réussisse. Mais ils ont encore le moral, si j'ose dire, là où les autres Européens l'ont perdu. Voilà, la question principale, elle est là. Et puis après, on peut, dans ce cadre-là, analyser la dérive des différentes institutions, un Parlement qui n'en est pas un exécutif qui est un monstre. La carabalée, je crois, pour qualifier le Parlement européen. Etc. Mais il faut comprendre, il faut mettre chacune de ces évolutions spécifiques dans le cadre global où elles prennent sens. De la destruction du politique. Oui, c'est ça. C'est ça le problème européen. Le continent qui a inventé la politique
s'est mis dans la situation de le détruire.